Coucou mon pompon. Je ne te cache pas que je ne suis que joie à l'idée de te parler de notre personnage du jour, Loki. Je t'avais annoncé cet épisode la semaine dernière et je t'avais expliqué que bien que finalement ce soit un très chouette héros, Thor était loin de déchaîner les passions en ce qui me concerne. Bon. Le frangin Loki, en revanche, je l'adore. Est-ce que c'est parce que j'ai été mal apprise à toujours kiffer les méchants vu que j'ai grandi dans les années 80 et qu'on m'a biberonné au merveilleux cliché de l'infirmière et du bad boy qui a un cœur en fête et qui est la belle et la bête et tutti frutti? Maybe. Mais j'aime surtout les personnages complexes. C'est précisément ce qui me manque chez Thor. Qu'ils soient classés chez les gentils ou chez les vilains, peu importe. J'aime bien l'idée que les héros déploient de manière épique et légendaire la petite histoire de nos luttes intérieures. Et ben alors là, mon pompon, avec Loki, je suis servi. Quel incroyable personnage. Tout est aussi indéfendable que touchant. Il est super, on est content, allez hop, à lundi prochain, et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon. Eh bien alors, dites-nous, ils sont où les explications? Et puis l'exercice de la semaine, peu cher, je vais le faire toute seule? Oh ben quoi, j'ai bien le droit de faire la vieille vanne de la fin d'épisode prématurée au moins une fois, non? Bon, de toute façon, ce côté un peu trop attendu du twist, ça correspond très bien à notre personnage du jour en réalité. Je l'aime beaucoup, parce que moi-même je suis imprégnée de stéréotypes, mais il faut reconnaître qu'il répond presque à la recette parfaite du vilain qui n'est pas complètement un vilain. Si je mets de côté mon affection pour lui, Loki, je dois le reconnaître, ne me surprend guère, ce qui est tout de même le comble pour le dieu du mensonge et des machinations. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, malheureux impétueux aux doigts trop prestes à claquer sur ton clavier tel le fouet de la justice aveugle et sourde. Loki est complexe et reste un très joli personnage. Ce que je dis, c'est simplement qu'il est construit de façon très archétypale dans son rôle d'antagoniste trouble. Prends déjà son allure. Je te rappelle que Kiki, c'est un géant des glaces, fils des souverains bafoués de Jotunheim. Alors évidemment, il change d'apparence. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi pour l'exercice du jour. Mais l'image que tout le monde a en tête quand on pense à lui, je suis désolée, mais ce n'est pas celle d'un gros agro-gros bleu. Ben non, parce que le gros agro-gros moyen fut-fut mais bien sympa, c'est son frère adoptif, Thor. Ben oui. Et du coup, si tu veux donner l'image d'un perso malin et traître comme pas permis, c'est pas cette apparence que tu vas choisir, car l'habit fait le moine, c'est bien connu. Loki est solide, mais svelte. Son visage est long, avec un menton et un nez plutôt pointus, guette un peu l'allure que lui donne son casque aux deux cornes immenses presque acérées, ajoute à ça une cape et la couleur verte qui lui sied à ravir en ce qu'elle teinte ses yeux d'envie et enrobe ses gestes de mensonge et de magie infernale, et ben on a le cocktail parfait pour tracer les contours du personnage diabolique typique. D'un côté esthète, presque dandy, comme le capitaine Crochet, souviens-toi de l'épisode 3, et rappel constant à l'animalité de l'autre. D'ailleurs, je te rappelle aussi que deux de ses fils sont le serpent Jormungand et le loup Fenrir. Symboliquement, en dehors de ce mythe-ci, il s'agit de représentations de la séduction et de la bestialité. Bon, by the way, ce sont aussi eux qui amènent l'apocalypse. Bon, diabolique, je vous dis. Loki, c'est la silhouette parfaite du traître et de l'envieux. Là aussi, on entre dans un bon cliché, celui des frères ennemis. Ne me lance pas sur Nadia, je vais pas faire la blague à chaque fois, mais j'ai envie, sache-le bien. On le comprend, le kiki, mais oui, Blondin, fils d'Odin, il a tout eu. En vrai, Loki est plutôt bien traité en soi. Il est même pardonné bien plus souvent par son père que le môme exemplaire Thor. Kiki, c'est un peu le fils prodigue.
et en ça on pourrait le voir comme le vrai chouchou du paternel. Cependant, peut-on vraiment considérer Papa Odin comme un bon père ? Franchement, le gars a des principes d'éducation à base de mensonges, Loki ne connaît que très tard la vérité sur ses origines, de manipulation, et vas-y que je te teste et que je joue sur la corde sensible de l'amour filial, et surtout de punition. On a parlé du long purgatoire sur Midgard, traversé par Thor, juste pour lui apprendre à moins Slarak. Je doute qu'il ait droit à sa chope gravée Best Daddy of the Millennium. Du coup, quand je dis que Blondin a tout eu, c'est pas tellement rapport à Odin, c'est plutôt lié à la culture asgardienne en elle-même. Thor est le prototype parfait de la force guerrière brute et du souverain, disons, solaire. Il correspond en tout point à l'idéal du royaume. Les qualités de dieu de Loki, son intelligence, sa capacité d'analyse et sa magie, attention, c'est pas un poodle non plus niveau biscotto, mais ce ne sont pas ses attributs majeurs, on va dire. Ça vaut pot de balle à Asgard. Loki ne bénéficie d'aucune reconnaissance, d'aucune estime de la part de ceux qui sont supposément les siens. Du coup, une blessure narcissique de cet ordre-là, ça mène direct à ourdir des plans de fin du monde, c'est la réponse appropriée et pas du tout drama king. Si vous ne me respectez pas par amour, vous le ferez par crainte, un classique du précis canonique du bon antagoniste. C'est bien ça le problème de Kiki. Il ne se considère qu'à travers le regard d'autrui. Au-delà de son goût du costume théâtral et étudié, le pauvre y est d'abord poussé par la nature de ses pouvoirs. Il peut prendre diverses apparences et jouer des projections astrales. Il ne cesse de proposer au monde des images qui ne sont jamais tout à fait lui, mais qu'il espère correspondre à ce que les autres admireront, reconnaîtront, en somme, aimeront. Dans une scène où il se trouve prisonnier, privé de tout, il continue à s'accrocher à cette illusion de lui-même et se projette sous son apparence divine, en beau costume de Loki, fier, supérieur. Mais il finit par baisser la garde devant son frère et le laisse voir sous le charme magique. Assis, pieds nus, misérable, désespéré, voilà le vrai Loki qui s'est accroché jusqu'au bout à son masque flamboyant. C'est d'ailleurs seulement avec la série éponyme consacrée à ce personnage que j'ai apprécié l'usage du multiverse que je considère habituellement comme une super excuse pour faire tout qu'est-ce qu'on veut bien comme on veut, ça meurt mais c'est pas mort, etc. Bref. Je n'ai pas vu Into the Spider-Verse, ceci dit, mais il paraît que c'est chambé, c'est prévu, mais écoutez, j'ai qu'une seule vie et seulement 2 yeux assortis, lâchez-moi la super combi, je fais ce que je peux. Pour le moment, et d'après ma connaissance très lacunaire donc, le multiverse à mes yeux, c'est bof. Mais dans la série Loki, j'ai trouvé que pour le coup, ça répondait tellement bien à la problématique du personnage que ça aurait été dommage de s'en priver. Bon, et en plus, ils nous ont fait une version de Kiki sous forme d'un mini crocodile. Il a un petit casque, c'est la meilleure chose. Quelle bonne idée de confronter Loki à d'autres versions de lui. Cela fait d'abord parfaitement écho à l'usage qu'il fait lui-même de ses multiples apparences, c'est évident. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il n'apprend à se connaître qu'en se rencontrant sous d'autres angles. Que reste-t-il de Loki si on change l'univers dans lequel il a grandi, si on le confronte à d'autres dangers, d'autres réussites, d'autres échecs? Qui est Loki en dehors de la somme de ses expériences? Eh bien, un personnage cynique, parce qu'il a vu le cours du monde, un personnage rusé et prêt à tout, parce qu'il doit survivre à tout, et donc courageux, résistant, qui recommence sans cesse et se bat sans espoir. C'est pour cela qu'il aime tant la théâtralité. Il sait, lui, qu'il vit dans une tragédie. Dans la série, Loki et une autre version de lui-même tombent amoureux. Excellente illustration du narcissisme du personnage, mais de façon plus profonde, c'est aussi le moment de son apaisement avec lui-même.
Il s'aime enfin assez pour se pardonner. Loki accepte qu'il a toujours voulu être un héros, au lieu de prétendre ne vouloir que vengeance et pouvoir. Et lorsque tous les lui s'unissent pour faire rempart à l'apocalypse qui vient les engloutir, c'est ce qu'il devient, enfin réconcilié avec sa destinée. C'est cette prise de conscience de ce qu'il est vraiment que l'on retrouve sous une autre forme dans les films. Face à Thanos, Loki vient une fois de plus user de ruse. Il tient un discours d'allégeance au titan fou qui s'avère relever de la double énonciation puisqu'en réalité, il ne s'adresse pas à Thanos mais à son frère, Thor, enchaîné et devenu borgne à l'image de son père. Et devant cette image fantôme de celui dont il a tant cherché l'amour, il choisit les mots suivants pour se présenter. I, Loki, Prince of Asgard, Odinson. Avant de tenter de tuer son ennemi. C'est sa profession de foi. Pour la première fois, il se considère pour ce qu'il est, un Asgardien, membre à part entière de la famille royale. Il en partage la volonté de sauver les mondes et accepte de recevoir cet héritage comme un adoubement enfin mérité, et en couronnement, il reçoit sa mort à bras ouverts. J'ai choisi Loki aujourd'hui pour te parler d'un exercice du 2e degré. Donc si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais que les exercices de 2e degré sont plutôt tournés autour de l'observation. Ici, c'est vraiment exactement l'objet de cet exercice. Et c'est un exercice qui a de multiples intentions, comme beaucoup. Son intention de base, c'est tout simplement de prendre conscience de la forme de son corps. C'est une chose dont on prend rarement conscience et qui pourtant a un impact énorme sur la confiance en soi et même sur l'estime de soi, puisque l'image qu'on a de soi est toujours lacunaire. On ne s'observe que dans un miroir, c'est déjà pas la bonne image, c'est sous un seul angle, ou presque. Tu vois très bien ce que je veux dire. C'est pour ça que souvent, on a des petits mouvements de recul quand on se voit en photo ou même en vidéo. C'est pas l'image qu'on pense avoir, ça correspond pas à l'image qu'on a de soi. C'est aussi ce qui fait l'un des dangers parfois de certains excès, on va dire, des réseaux sociaux et des filtres, puisque l'image qu'on projette est encore plus métamorphosée, modifiée. J'ai envie de dire idéalisée, mais pas vraiment, puisque c'est plutôt déshumanisé qu'il faudrait dire. On renvoie de soi l'image d'un objet parfait, de contemplation au lieu de renvoyer sa véritable image ou quelque chose de rapprochant. Bon, je t'apprends rien en te disant que ça crée beaucoup de problèmes, notamment chez les personnes un petit peu plus jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de construire leur estime d'eux, de construire réellement quelque chose autour de l'image de soi et qui ne se voient, en tout cas pour un temps, qu'à travers ces filtres, à travers ce prisme, et qui attendent aussi beaucoup les likes, la reconnaissance en réalité des regards extérieurs. Honnêtement, si on avait écrit Loki aujourd'hui, je pense qu'on en aurait fait quelque chose de cet ordre-là. Il correspond exactement à ça. Il ne fait que chercher dans le regard des autres à être validé. Validé comme quelqu'un d'important, validé parfois comme quelqu'un qui fait peur, validé comme celui qu'on respecte, validé enfin comme un héros, etc., etc. Avant de se tourner enfin vers lui-même, de découvrir à travers les autres lui qui il est vraiment, de comprendre qui il est vraiment en acceptant ses racines, en acceptant que fils adoptif d'Odin, il est fils d'Odin à part entière, c'est celui qui l'a élevé, son frère, il l'aime, quoi qu'il en dise, et puis il a aussi, malgré tout, et en dépit de tout ce qu'il cherche à montrer, à bousculer comme règle, il a aussi acquis le sens moral asgardien, même s'il le transgresse la plupart du temps. Donc Loki, il a exactement ce problème d'image de soi. Il ne cherche qu'à projeter des images fake de lui-même. Il n'a
aucune idée de ce à quoi il ressemble vraiment. L'exercice de relaxation dynamique du jour peut être pratiqué par tout le monde. Il se pratique assis, néanmoins, si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas te tenir assis, soit en ce moment, soit de manière permanente, je ne vois aucun problème à le pratiquer allongé. Ça ne pose pas de difficulté. Il n'y a aucun mouvement à faire. C'est vraiment un exercice d'observation virtuelle, tu vas voir, pur. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 23 autour de Sherlock Holmes et de l'objet de concentration, vous allez reconnaître le début puisqu'on va commencer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va commencer par projeter un petit peu la vision sur un objet, une image d'objet qu'on va laisser venir à soi et on va venir focaliser son attention dessus. Ça, c'est ce qui va nous aider à préparer l'exercice d'observation de soi-même. En gros, on va venir jeter notre concentration d'observation à l'extérieur avant de revenir à l'intérieur. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Bien souvent, il faut sortir de soi pour y revenir. Je te donne un exemple tout simple. Très souvent, c'est plus facile de dire quelque chose de soi quand on n'a pas l'impression de parler de soi. Je précise un petit peu. Par exemple, moi, en te présentant les héros que j'aime ou que je n'aime pas, ceux pour qui j'ai plus ou moins de tendresse, etc., ça dit des choses sur moi qui sont certainement bien plus parlantes que si j'essayais de les verbaliser de façon consciente. Bon, là, c'est pas le rôle de la sophrologie, mais c'est pour te donner un exemple de l'intérêt de passer par l'extérieur avant de revenir à l'intérieur. Il faut sortir de soi pour oublier ce qu'on sait de soi et venir se réobserver avec un regard nouveau, neuf et neutre. Donc, contrairement à l'objet de concentration, en revanche, le sophrologue ou la sophrologue a tout à fait la possibilité cette fois-ci d'induire une idée autour de l'objet, voire pourquoi pas de le choisir en amont avec le sophronisé, donc la personne qui va faire l'exercice, parmi ses ressources selon en fait l'état qu'on va chercher à atteindre ou à susciter pour s'observer dans cet état. Ici, nous, on va faire vraiment l'exploitation la plus simple de l'exercice, donc prendre conscience de la forme de son corps. Pour la rigoulade, je commencerai l'exercice en te proposant d'observer une des pommes d'or qui confère sa presque immortalité à Loki et qu'il est obligé de consommer régulièrement. C'est vraiment l'objet qui lui est rattaché. Mais franchement, laisse venir à toi n'importe quelle image d'objet, ça n'aura pas beaucoup d'importance pour cet exercice-là. Et dernière recommandation avant de t'expliquer un petit peu plus la suite, j'aimerais, si tu pratiques cet exercice, que tu prennes vraiment le parti de t'observer comme tu observerais quelqu'un d'autre. On porte rarement un regard très gentil sur soi-même, que ce soit dans le miroir ou de manière moins matérielle. On se juge souvent beaucoup moins gentiment qu'on ne juge les autres. On se dit souvent des choses qu'on ne dirait jamais à son ami, à un proche, à quelqu'un qu'on aime, parce que parfois on s'aime un petit peu moins que les gens qui nous entourent. Donc là, je te propose vraiment de faire cet exercice comme si tu regardais quelqu'un d'autre que toi, quelqu'un que tu aimes bien, et du coup de l'observer avec bienveillance, avec le regard que tu porterais naturellement sur quelqu'un d'autre. Donc sans te chercher tous tes petits défauts, etc. Mais en te voyant tel que tu es. Donc une fois qu'on a terminé avec l'observation de cet objet, eh bien, on va faire en sorte de se fondre, entre guillemets, avec cet objet et on va devenir soi-même l'objet de concentration. Et c'est là que cet exercice est intéressant. Je réalise que je ne t'ai même pas donné encore le nom de cet exercice. C'est ce qu'on appelle la SCSC. Attention, accroche-toi à ton pompon. Sophro-contemplation du schéma corporel. Le schéma corporel en sophrologie, c'est bien sûr l'enveloppe charnelle, la composition physique du corps, mais ça comprend aussi le mental, les émotions, etc. On peut travailler sur autre chose que sur le pur physique avec cet exercice-là. C'est d'ailleurs souvent pour cela qu'on l'utilise en réalité.
Ça peut servir à prendre du recul sur des situations, à restaurer l'estime de soi ou à tout simplement prendre conscience qu'on se voit dans un état qu'on souhaite atteindre. On se voit calme, on se voit serein, on se voit concentré, etc. etc. Donc, cet exercice, sophro-contemplation du schéma corporel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir se regarder sous différents angles, ce qu'on ne fait jamais, je t'en parlais tout à l'heure, de face, sur les côtés, etc. etc. Tu n'auras qu'à te laisser guider par le son de ma voix pour suivre les étapes. Et je pense t'avoir à peu près tout dit. Donc si tu veux pratiquer cet exercice, mon pompon, je te propose de t'installer confortablement, donc par principe sur une chaise. Si tu es allongé, c'est pas grave. Si tu es sur une chaise, prends bien le temps de t'installer pour éviter d'être inconfortable. Il n'y a pas de mouvement à faire, mais vérifie juste qu'il n'y a rien qui te gêne dans tes vêtements, etc., que tu te sentes bien sur la chaise. Je précise, comme d'habitude, que si tu ressens un inconfort, tu n'hésites pas à ajuster légèrement ta position en cours de route. Et c'est un exercice qui, comme souvent, se pratique les yeux fermés. Donc je te propose d'ores et déjà de fermer tes yeux, de prendre une position bien stable, le dos contre le dossier. Pense à relâcher tes épaules, laisse tes mains tranquillement reposer sur tes cuisses. Ajuste bien la posture de ta tête pour ne pas te faire mal au cervical. Et on peut commencer. Laisse venir à toi l'image d'une pomme d'or qui te confère force, éternité, énergie. Laisse cette image flotter devant tes yeux. Observe cet objet précisément, imprègne-toi de tous les détails. Imagine sa forme, ses contours. Observe son volume, perçois sa densité. Distingue la beauté de sa couleur dorée, sa luminosité. Perçois sa texture. Observe la pomme sous tous ses angles, dessus, dessous, fais-la tourner. Maintenant, imagine que la pomme se rapproche progressivement de toi. Laisse-la se fondre en toi doucement, naturellement. Et deviens à ton tour ton sujet d'observation. Observe ton corps de face. Porte attention aux détails particuliers. Prends le temps de détailler ta posture. Observe les traits de ton visage. Et passe maintenant du côté droit. Porte ton attention aux détails de ton profil. Prends le temps de t'observer de la tête aux pieds. Imagine à présent que tu te vois cette fois-ci de dos.
Porte attention à tous les petits détails sous cet angle. Et continue ton observation en basculant du côté gauche. Porte toute ton attention à tous les détails particuliers de ce profil. Et change maintenant de point de vue et observe ton corps du dessous. Imagine l'assise de la chaise, tes jambes, ton corps vu d'en dessous. Porte encore ton attention à tous les détails particuliers sous cet angle. Et poursuis ton observation et découvre maintenant ton corps vu du dessus. Porte toute ton attention à tous les détails particuliers. Et observe de nouveau ton corps de face. Sens ta conscience envelopper tout ton corps. Accueille les sensations agréables que cela te procure. Perçois le volume de ton corps. Prends conscience de la forme de ton corps. Tu peux prendre une longue inspiration pour te dynamiser à nouveau. Expire profondément, n'hésite pas à remuer un petit peu le cou, les épaules, tout ce qui pourrait être un petit peu engourdi. Et l'exercice étant terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.